Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous reprenons notre tour d'horizon des collectivités locales qui testent et déploient des outils IA au sein de leurs services avec le témoignage d'une première région. Et oui, la région Île-de-France, qui est partie très tôt dans cette exploration des nouveaux outils IA. Un beau retour d'expérience en perspective. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, techniques, politiques et bien sûr territoriaux. Cause Commune, 93.1 FM. Et vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web cause-commune au singulier.fm, sur nos apps mobiles Android et iPhone, bien entendu sur la bande FM à Paris 93.1 et le DAB+, pour toute la France, en podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Merci Monsieur Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté, de nous mettre ces si beaux outils entre les mains. Chers auditoristes, nous n'avançons que grâce à vous et grâce à votre grand pouvoir, celui du partage et du like. Si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et partageant notre émission. Nous adorons aussi vous lire dans les commentaires. C'est notre seule récompense finalement. Et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Cet épisode est une nouvelle fois réalisé en partenariat avec l'AFNOR dans le cadre de son livre blanc IA et collectivités territoriales qui fait le point sur les stratégies et les méthodes afin de déployer une démarche IA au sein de l'organisation. Vous pourrez retrouver le lien de cette initiative dans la description de cette émission. Nous repartons donc à la découverte d'une démarche IA d'une collectivité. Cette fois, nous allons nous intéresser à une région avec toutes ses spécificités de compétences et de politique publique. Notre guide est au cœur de la démarche puisqu'il est depuis janvier 2022 directeur de la donnée au sein de la région Île-de-France. Bonjour Antoine Carrette. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue dans le studio de Cause Commune de Bon Matin, forcément. Ceci dit, vous avez un peu de chance parce que le locaux de la région, c'est pas si loin que ça. Exactement, on est installé à Saint-Ouen depuis 2018. Alors du coup, parlez-moi d'IA, Antoine, et on va commencer par une étrangeté que j'ai remarquée. Vous êtes en poste depuis janvier 2022. Vous avez donc vécu en direct la déferlante ChatGPT de novembre 2022. Vous êtes à l'heure actuelle le pilote de la démarche IA de la région et votre intitulé de poste reste sagement directeur de la donnée. Donc voilà, ni vous ni personne à la région Île-de-France n'a voulu vous accoler le petit sigle IA à cette fonction et à ce titre. Oui, ça aurait été une facilité parce que ça permet d'asseoir finalement par le titre une prééminence sur un sujet. Moi, j'aimerais bien rester sur les principes. Et quand on parle d'IA et l'IA intéresse, questionne la société, fondamentalement, on parle de technologie, d'un ensemble de technologies qui transforment de la donnée, donc finalement d'un objet assez technique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en faire des solutions pour répondre à des besoins. Donc, c'est faciliter la vie des Franciliennes et des Franciliens, c'est faciliter la vie des agents de la région dans leur travail quotidien. C'est ça le sujet. Et si je comprends bien, et ce que j'ai compris de notre entretien préalable, c'est que finalement, vous restez droit dans vos datas et vous considérez que c'est quand même la data, la base de tout ça. Complètement. Il n'y a pas d'IA utile s'il n'y a pas de data nettoyée, propre et gouvernée. Qu'est-ce qui vient déclencher la démarche IA à la région Île-de-France ? Alors, c'est extrêmement simple. C'est l'arrivée de ChatGPT qui a été le choc culturel pour toute la société, octobre ou novembre 2022. Et puis, juste derrière, la présidente qui nous demande comment on utilise cet outil nouveau au service de la transformation numérique de la collectivité. Donc très vite, vous faites finalement une réaction rapide, une compréhension assez rapide qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il va falloir, si ce n'est tout de suite monter dans le bateau, en tout cas regarder et essayer d'anticiper. Exactement. Et finalement, c'était un nouvel outil dans une boîte à outils qui était déjà assez fournie. En fait, on a depuis des décennies des super outils et qu'il ne faut pas dénigrer. Ouais, vous partiez d'où en fait finalement ?
Alors, très vaste question. Non, mais en résumé, hein, repartons pas non plus jusqu'au début du système d'information de la région Île-de-France. Non, très vaste question. Et peut-être pour rebondir sur le fait que je suis le premier à témoigner côté bloc régional dans les collectivités. C'est vrai. Ça a du sens. Parce que finalement, les IA de première génération, les IA prédictives, les IA plus industrielles, elles sont entrées dans le service public depuis déjà des décennies, au travers des délégations de services publics, souvent. Donc, souvent par les délégataires plutôt que par les collectivités. À la région Île-de-France, où on n'exploite pas de services directs, il y a Île-de-France Mobilité qui est une entité propre et qui est partenaire et qui s'occupe des mobilités. Au Conseil régional d'Île-de-France, le métier principal, c'est soutenir des projets par un cofinancement, c'est la subvention. Et donc la subvention, ça ne génère pas du big data, et donc pas des IA prédictives de première génération. C'est l'IA générative, quand elle arrive, qui percute nos pratiques administratives et de bureau pour éventuellement nous aider à les réinventer. Alors du coup, faisons un petit tour d'horizon de la collectivité, justement. Une région comme la région Île-de-France, c'est combien d'agents ? Alors, c'est 1800-2000 agents au siège et 9000 agents dans les lycées. D'accord, oui. Ah oui, ça quadruple le chiffre, ok. Exactement, et avec des enjeux très différents. Oui. Au siège, on va être sur de l'activité de bureau. Dans les lycées, on va être sur des activités plus physiques, mais par rapport aux besoins qu'on a par rapport à l'IA, également des besoins pour le lien avec l'écrit, justement, pour réduire les problèmes améliorer l'inclusion numérique. Et du coup, comment vous les envisagez ? C'est-à-dire que qui est-ce qui, pour vous, sont les acteurs de premier niveau pour la démarche IA ? Est-ce que vous avez un profil type d'agent que vous avez souhaité accompagner ou faire rentrer dans la démarche ? Alors, je peux commencer aux prémices début 2023. Faisons Notre première phase, finalement, la préfiguration de ce qui est devenu le programme IA ensuite, ça a été d'explorer. Quand la présidente nous demande comment est-ce qu'on met en place l'IA à la région au service de la transformation de l'activité de l'action régionale, on n'avait pas de conviction, on n'avait pas de réponse toute faite. Immédiate, oui, bien sûr. Exactement. Donc la proposition qu'on lui a faite, c'est une démarche d'expérimentation sur plusieurs cas d'usage. Et là, on a ciblé des personnes qui, parmi nos collègues, avaient déjà exprimé des besoins pour lesquels on n'avait pas le bon outil. Finalement, la visseuse électrique, elle n'existait pas encore. On a été sur 8 cas d'usage, et donc assez spécifiques et assez métiers, et donc avec des petits groupes d'utilisateurs métiers. Sur quel cas d'usage, du coup ? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Ma Région près de chez moi, qui est aujourd'hui sur Internet, et qui est vraiment un outil de médiation avec les citoyens. L'objectif, c'est de permettre aux citoyennes et aux citoyens de visualiser quel est l'impact concret de l'action de la région sur leur vie. D'accord. Et donc, typiquement, dans le métier de la subvention, la région permet la réalisation de projets qui sont localisés sur le territoire. J'habite dans telle ville, dans telle commune. Quels sont les projets autour de moi qui, sur les thématiques qui m'intéressent, ont été réalisés grâce au soutien de la région ? Ça, c'est un premier exemple. C'est-à-dire basculer de la logique administrative où finalement on prépare, nous, des documents juridiques qui sont soumis au vote des élus pour permettre la réalisation de ces projets en information pour les usagers. Donc, c'est pas la même langue. Et en quoi l'IA intervient dans ce processus et dans ce cas d'usage ? Parce que justement, l'IA, c'est un très bon outil pour traduire et faire de la médiation. On part d'un prisme technico-juridique, administrativo-juridique. Ah, il traduit. Et l'IA générative est très adaptée pour essayer de se mettre sous l'angle, dans le prisme de l'usager, c'est-à-dire je suis habitante ou habitant du territoire. Qu'est-ce qui a été réalisé près de chez moi dans des termes compréhensibles et pas un dossier de 200 pages qui est peu accessible. Très clair. D'autres cas d'usage au tout début de vos tests ? Alors, un cas d'usage très interne, par exemple, c'est le tech assistant. C'est comment est-ce l'assistance informatique qui souvent, alors pour 80% des tickets, des demandes classiques, il n'y a pas de problème. La personne qui est en face identifie assez vite comment répondre aux besoins. Pour 20% des tickets qui sont plus exotiques, qui n'arrivent qu'une fois par an, un cerveau humain n'a pas la capacité de comprendre facilement à quelle procédure, à quelle documentation je dois relier cette demande. Et c'est des tickets généralement qui rebondissent pendant des mois. Voilà. Donc là, l'IA générative, elle va être également très très bonne pour ingérer le millier de procédures de documentation sur les outils qu'on a à la région et faire le lien entre
une demande et cette documentation. Donc en fait, accélérer la résolution des... Un peu en mode RAG, quoi. Le RAG, c'est-à-dire vous lui donnez des documents et il se base sur ces documents-là pour répondre à la question. Exactement. Donc Ok. la première fonction de l'IA générative, finalement, c'est la médiation, la traduction, le fait de transcrire d'un prisme à un autre. La deuxième, c'est ingérer une masse documentaire énorme et la rendre plus accessible. Donc vous démarrez sur ces cas d'usage-là, un peu voilà, en exploration, et donc vous nous avez évoqué votre fort soutien finalement d'entrée de jeu de la présidente de la région Île-de-France. Est-ce qu'au sein de l'administration aussi, vous vous sentiez soutenu et vous vous sentiez effectivement accompagné ? Oui, très soutenu, très porté. Donc ça, on a la chance, il faut le reconnaître et c'est important de le souligner, quand ça arrive, un alignement stratégique très clair et très confortable pour nous pour avancer. Est-ce que vous avez, là je pose un peu des questions génériques qu'on a déjà posées parce que ça peut donner des inspirations. Est-ce que vous avez eu besoin d'un événement un peu fédérateur, un peu de lancement ou finalement non, ça s'est fait assez naturellement ? Ça s'est fait assez naturellement. Au départ, en réponse à la demande de la présidente, on pensait partir sur 2 cas d'usage. Et puis finalement, comme mon DGA en a parlé à ses homologues, tout de suite il y a eu un certain engouement et donc on a été sur une petite dizaine de cas d'usage. Après, il y avait une question de capacité à faire quand même où on ne pouvait pas tout explorer en même temps. Donc là, il y avait ça. Si on reprend un peu, donc il y a cette phase d'exploration. On y reviendra après plus en détail, mais est-ce que vous arrivez à organiser après coup finalement quelles ont été les grandes phases de votre démarche ? Exactement. Ça a été 1 an à chaque fois à peu près. Donc cette phase d'exploration sur 8 cas d'usage démonstrateurs. L'objectif là, c'était d'apprendre en faisant. Et d'avoir un retour d'expérience qu'on a eu, qui nous a permis de passer de 2023 à 2024 à une phase 2 qui était ce qu'on appelait l'industrialisation, poser une gouvernance, questionner les principes d'usage, donc tout ce qui est charte, etc. Ça, on va y revenir. On va y revenir. Et développer un outil d'accompagnement au développement des usages. Donc ça, c'était phase 2. Et puis là, on ouvre phase 3, qui est le déploiement à tous les agents du siège de la collectivité. D'accord. Donc là, on est fin de la phase 1, mais déjà, en fait, 2022-2023, vous avez été très rapide pour commencer l'exploration, finalement. C'est aussi peut-être pour ça que vous êtes la région dont on entend le plus parler sur ces sujets-là, c'est que vous avez déjà pas mal d'avance. Du coup, l'idée de passer à une phase un peu plus constructive au-delà de l'expérimentation. Juste l'expérimentation, ça voulait dire quoi en termes de groupes de travail ? Combien de groupes de travail ? Comment ils étaient constitués ? Est-ce que c'était beaucoup d'agents ? Est-ce que vous avez cherché la quantité ? Est-ce que vous avez cherché la qualité ? On n'a pas cherché la quantité, en tout cas c'était pas du tout un objectif, et sur chacun des cas d'usage, on a eu une petite équipe de 5 personnes entre nous côté transformation numérique et puis le métier, il n'y a pas besoin de plus. Et puis à chaque fois une start-up en face. À l'époque, donc il faut se remettre en 2023, le marché des solutions IA, il n'était pas du tout mature, il n'y avait pas de solution sur étagère, et donc à l'époque, celles et ceux qui la faisaient le mieux, c'était les start-up qui étaient en pointe dans l'écosystème français et francilien. Vous avez essayé d'aller chercher les acteurs régionaux aussi pour finalement favoriser aussi leur éclosion à eux aussi, quoi. Ça faisait partie, c'était cohérent avec la compétence de développement économique et de soutien à l'innovation de la région. Et travailler avec des intégrateurs, en fait, on voyait bien qu'ils étaient dans le même apprentissage que nous. Donc, il n'y avait pas de valeur ajoutée à le faire. Finalement, ça a été aussi une occasion pour nous de travailler en direct avec des startups, finalement d'apprendre aux startups qu'est-ce que la commande publique, parce que ça c'est un vrai enjeu et on pourrait faire tout un podcast sur ce sujet. Sur l'innovation, effectivement. Exactement. Et puis nous d'aller très vite dans l'état de l'art et de pas être dans de la pseudo-IA, c'est-à-dire tout ce qu'on nous vendait à l'époque qui a été rebrandé IA, mais qui en fait n'était pas de l'IA générative. Et du coup, vous pouvez citer des noms de startups ? Tout à fait. C'est encore des entreprises avec lesquelles vous travaillez ? Exactement, il y a la plupart des entreprises, on travaille encore avec elles, donc il y a Bewant, Lighton. Lighton qu'on connaît bien, puisqu'on a reçu ici Laurent Daudet. Voilà, tout à fait. Letria, et puis Et chacune a un peu sa spécificité que vous avez pu creuser dans les cas d'usage en question. Exactement, et puis c'est des solutions qui
ont fait évoluer leur feuille de route en 2 ans et demi, 3 ans de manière très intéressante. Et finalement, le fait de travailler ensemble les a aidés à identifier aussi du besoin client. C'est ça, ah oui. C'est important pour les startups en construction de comprendre comment le client a envie de travailler avec sa solution. Ok, donc là on est toujours dans la phase d'expérimentation. Et il y a la fameuse question de savoir si à ce moment-là, au moment où on passe de la phase d'expérimentation à quelque chose d'un peu plus généralisé, est-ce qu'on essaie de concrétiser un peu à la fois les objectifs de la démarche et vous avez parlé de chartes, en tout cas de grandes règles du jeu internes. Comment vous vous êtes organisé là-dessus ? Alors au départ, on va dire qu'on est dans un cadre qui favorable à l'innovation. Oui. Le message stratégique qui est passé par la présidente, c'est tester, expérimenter, allez-y, innover. Et donc, la posture qui a été adoptée immédiatement par la direction générale, c'est autorisé, c'est permis, c'est même encouragé. Ça veut pas dire de faire n'importe quoi. Et donc ça, on a renforcé tous les dispositifs d'accompagnement à la protection des données, sensibilisation dans cette phase. Mais on n'a jamais fermé l'accès à ChatGPT, etc. D'accord. Et d'ailleurs, quand on a participé au programme en partenariat avec Laboria, le laboratoire de sociologie du travail autour de l'IA de l'INRIA, et Datacraft autour du Shadow AI, c'est-à-dire les pratiques, le développement des pratiques. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que quand les collectivités, les organismes, même privés, qui ont interdit l'usage de ChatGPT, finalement, en termes de développement de la pratique, ça a été catastrophique. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas eu moins de pratiques dans leurs organisations que dans celles qui ont dit c'est autorisé, mais on encadre. Il valait mieux accompagner qu'essayer d'endiguer le tsunami. D'accord. Exactement. Donc ça, c'est la phase 1. Mais du coup, il y a une charte ou pas ? Ça se concrétise dans quoi finalement ? Exactement. On avait une charte des usages numériques, informatiques et data qui existait depuis un certain nombre d'années et qu'on actualisait régulièrement. Ah oui, d'accord. Et à ce moment-là, donc 2023, on me demande, il y a une forte demande il faut faire une charte IA. Fondamentalement, et de la même manière que est-ce qu'on change le titre de direction de la data pour dire direction de la data et de l'IA, moi, j'étais assez bien avec cette charte des usages, parce qu'en fait, les usages, ça reste les mêmes. Oui. Alors, ce qu'on a accepté de faire, parce qu'on peut comprendre qu'il y a besoin de contextualiser quelque chose, on a fait une annexe à la charte qui contextualise les principes de la charte. Les principes, c'est la protection des données, c'est la souveraineté, c'est la confidentialité, etc., la sécurité. Tout ça, ça ne change pas. On a fait une annexe à la charte qui nous a permis aussi en 2024 dans cette phase d'élaboration de dialoguer avec les syndicats. Donc ça a été aussi, c'est une manière d'ancrer de manière formelle. C'est à ce moment-là que vous avez fait un peu rentrer les organisations syndicales dans la réflexion avec vous. Absolument. D'accord. Il n'y avait pas eu de demande de leur part avant. Particulière, avant, je pense qu'il y a une question aussi de maturité de la société qui s'est faite progressivement. Mais en tout cas, finalement, ces passages obligés en CST, c'est l'occasion d'échanger et finalement de voir s'il y a des convergences ou s'il y a des sujets d'attention. Passons à la phase 2. Phase 2, donc un peu de généralisation finalement, de commencer à généraliser les choses. Et puis un début aussi de réflexion sur l'accompagnement plus global des agents. Comment vous avez structuré les choses sur la phase 2 ? Alors, en même temps d'ailleurs que cette charte, c'était cette phase-là. Le premier pas qu'on a fait, c'est on sort d'une phase 1 expérimentation qui est un peu pointilliste, mais volontaire. C'est-à-dire qu'on a 8 cas d'usage. C'est 8 bulles les unes à côté des autres. Nous, on y voit la cohérence, mais c'était des petits projets les uns à côté des autres. La phase 2 d'industrialisation, elle impliquait pour nous une conviction très forte, c'est qu'il fallait vraiment collaborer entre la transformation numérique et le pôle RH pour que ça infuse, exactement. Et finalement, que tous les impacts organisationnels soient bien inclus dans la question, l'évolution de l'emploi, etc. Et donc, c'est le premier acte qui a été posé, c'est la gouvernance et la collaboration renforcée et quasi quotidienne à certains moments entre la fonction RH et la fonction de transformation numérique. Et dans cette phase-là, une des premières idées qui a émergé, c'était... Alors, il y avait beaucoup de demandes de formation de la part des agents sur l'IA. Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire se former à l'IA ? Est-ce qu'on allait devoir transformer tous les agents publics en data scientists ? Évidemment, c'est un peu provocateur, mais non, c'est pas la réponse. Donc finalement, répondre à la question quelles compétences on va chercher à développer parmi les agents autour de l'IA,
c'était pas une réponse évidente. On a quand même testé 2 ou 3 formats de formation avec des organismes différents. De quel type? Qu'est-ce que c'était? Formation de quoi finalement? Alors c'était formation au prompt, initiation, c'est quoi l'IA, etc. Et puis cette expérience, elle a été assez terrible pour nous, c'est-à-dire qu'on a participé, nous en tant que participants, pour voir un peu quel était le discours porté par ces organismes, et on s'est dit... c'est pas ça que vous vouliez. C'est pas ça qu'on veut. Il y avait des grosses bêtises. Enfin, alors, la plus marquante, peut-être, c'est un prompt, c'est 1 tonne de CO2. Voilà. Alors, c'est assez anecdotique, mais ça reflète finalement le discours qui était pas calé et qui, dans une phase d'ébullition, était pas acceptable. Donc, ça permet de limiter les prompts, du coup. ça permet... non, mais c'est-à-dire que, bien sûr, l'impact environnemental, c'est un sujet. Un sujet sérieux. Mais si on dit n'importe quoi, justement, et que les chiffres, on n'y prête pas attention, on va juste dégoûter tout le monde de l'IA, alors qu'en fait, il y a une vraie utilité et une vraie valeur ajoutée à l'IA. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez fait comme choix finalement de contenu? Exactement. On a voulu internaliser, donc on a pris le parti de se mouiller et donc de nous mobiliser fortement pour cet accompagnement du développement des pratiques. Et donc, on a constitué une académie avec un objectif qu'on s'est fixé qui était assez ambitieux, c'est d'accompagner sur un semestre, début 2025, le premier semestre, 10% des agents du siège et un groupe d'agents des lycées. Donc 10% pour que ce soit assez massif. Donc en gros, c'est quoi, c'est 300 personnes? 200. C'est déjà pas mal. Je sais les calculs, mais c'est très bien 200. Et donc on a constitué 17 groupes d'une douzaine d'agents, en essayant de les recouper, alors en inter-service pour pas qu'il y ait de l'endogamie, mais tout en identifiant des thématiques communes ou des intérêts communs dans la pratique. Et puis on n'était pas du tout dans une logique de formation, mais d'accompagnement au développement des pratiques. C'est plus académie au sens de lieu de partage accompagné. Dites-nous ce que vous avez déjà fait. On va vous montrer peut-être comment vous pourriez le faire aussi autrement, l'enrichir. Exactement. Ok, génial. Partage entre pairs en plus. Et absolument. C'est alors sur chaque session, on donne quelques éléments de nourriture, d'informations, d'éléments de contexte, etc. De démos, on vous met dans les mains un outil et voilà comment vous pouvez faire. Mais ensuite, le vrai travail, il se fait entre les séances dans l'appropriation personnelle. Et finalement, chaque séance est l'occasion de présenter ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. La principale réponse que j'apportais dans les sessions moi-même, aux questions comment il vaut mieux faire entre ça et ça, la réponse c'était tester les deux. Il n'y a pas de mal. Voilà, tester comparer. Les deux. En réalité, c'est 8 à 10 heures, on va dire, d'accompagnement pour chacun des agents qui a participé. Mais si on l'avait fait en one-shot sur une seule journée ou 2 jours, on n'aurait pas eu l'effet de maturation et d'exercice personnel. Là, on voit qu'il y a des personnes qui sont devenues des stars. Et c'est assez chouette de les avoir vus s'épanouir. Et finalement, aujourd'hui... C'est eux qui donnent des conseils. Ouais. On a cherché aussi à avoir une communauté d'ambassadeurs et de développeurs de la pratique. Est-ce que l'académie IA, elle a des outils de prédilection? Et elle vise des outils de prédilection ou, encore une fois, ça reste très général, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, tant que vous expliquez comment vous l'avez utilisé, tant que vous avez conscience de comment ça s'utilise. Vous aviez ciblé? On a identifié la nécessité pour la collectivité de déployer des outils maîtrisés. Ça, très clairement, c'est un besoin. L'usage de l'IA générative, c'est quelque chose qui est tellement naturel et tellement fluide pour les usagers internes comme externes que on a tendance assez facilement à glisser, à lui raconter tout. C'est-à-dire lui mettre potentiellement tout type de documents, tout type d'informations, de données, et donc aller dans des données qui sont classifiées, qui sont confidentielles. Donc, on ne pouvait absolument pas se satisfaire, ça a été une conviction assez rapide, de solutions non souveraines. Non souveraines, d'accord, ok. Voilà. Donc, on a, dès la phase 2, justement, identifié quelles solutions pouvaient porter les usages bureautiques, on va dire, en tout cas de productivité du quotidien. Vous avez fait quel choix du coup? Alors, aujourd'hui, c'est Bewant, la solution donc, de la startup Bewant. On a identifié quelle était la solution qui nous semblait la plus prête à déployer avec un modèle qui nous permettait de passer à l'échelle, parce que mine de rien, il y a une question de coût et de budget. On va y venir. Voilà. Donc ça c'était un enjeu. Et donc la solution Bewant aujourd'hui, c'est celle qui a porté l'Académie IA et qu'on va élargir aujourd'hui à l'ensemble des agents. Bon, vous m'avez tendu une perche. C'est quoi le budget de la démarche IA de la région Île-de-France? Alors,
clairement, je parlais tout à l'heure de portage dès 2023. Ouais. Ce qui a rendu l'action possible à cette échelle, ça a été un acte très direct et très fort de la présidente qui nous a dit tout de suite, je vous donne 1 million par an pour ce programme-là. Ça, au moins, c'est clair et net. C'est clair et net, donc c'est à la fois conséquent, mais ça a tout de suite permis de passer à une certaine échelle. Bien sûr. Là où il y a un certain nombre de collectivités qui ont bricolé avec les moyens du bord. Donc voilà, nous on a cette chance-là. On en a fait des choses qui aujourd'hui sont nombreuses et à l'échelle, mais donc on a cette possibilité au départ d'1 million. Il y avait ce besoin. En fait, en dessous, on n'aurait pas pu traiter autant de cas d'usage, on n'aurait pas pu aller aussi vite. Aujourd'hui, dans la nouvelle phase dans laquelle on vit en 2025, 2026, c'est plus flou le budget qui est alloué à l'IA. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a la plupart des éditeurs qui intègrent des fonctionnalités d'IA dans les outils, ce qui est à la fois une super opportunité, mais aussi plein de risques, parce qu'on a vu apparaître typiquement dans des lecteurs PDF tout bêtes des fonctionnalités d'IA, et tout de suite avec nos responsables RGPD et cybersécurité, on a dû courir pour éteindre les feux, pour bloquer ces fonctionnalités-là, pour le coup, non souveraines et non maîtrisées, de la même manière qu'avec les assistants prise de notes dans les réunions. Je ne sais pas si vous en avez vu apparaître dans les réunions en visio à distance, des popées. Il n'y a plus une visio qui est faite sans un individu qu'on ne connaît pas et qui s'appelle quelque chose IA et qui vient écouter tout ce qu'on raconte, effectivement. Exactement. Et ça, pour le coup, on mène la chasse. Ah oui, d'accord. Ça, c'est intéressant. Donc vraiment, vous êtes pour la désactivation de ce genre d'outils complémentaires parce que vous les maîtrisez pas finalement. Exactement. Okay. En fait, il y a un principe simple. Une réunion, il y a 95% de chances pour qu'il y ait des éléments confidentiels d'informations, de données qui soient partagés. Donc, hors de question qu'un outil externe non maîtrisé, non contractualisé rentre dans la maison. Et donc cette démarche, finalement, c'est quoi les grandes perspectives que vous vous donnez sur cette démarche désormais pour essayer d'être dans la conclusion de notre échange. Comment vous voyez les prochaines étapes ? Alors, c'est simple, et encore une fois, donc ouverture d'une phase 3, le directeur général des services annonce le déploiement de l'IA et de l'usage de l'IA à l'ensemble des agents du siège, et donc de l'accès à l'outil, ce qui veut dire passage à l'échelle de l'académie vers de la formation et vers des dispositifs un peu plus industriels. Ça veut dire qu'on vise 100% des agents qui ont prompté au moins une fois dans leur vie. Aujourd'hui, il reste 15% des agents qui ne l'ont pas fait. Vous arrivez à le mesurer, ça ? Oui, on a mis en place un baromètre de la perception et de l'usage de l'IA en interne. On a fait notre deuxième édition là, à l'été. Donc, on a encore 15%. Donc là, l'objectif, c'est que ces 15%, ils n'aient jamais pas prompté. Donc, qu'ils aient découvert au moins. Et puis, un deuxième objectif, c'est 50% des agents du siège qui soient un usage quotidien, c'est-à-dire c'est pas obligatoirement chaque jour, mais en tout cas dans un volume d'usage, on va dire autour de 5 prompts par semaine, c'est-à-dire quelque chose qui devient raisonné. Je sais quand j'en ai besoin, je sais quand ça m'est utile, et donc je pratique. Comme d'autres outils numériques, je l'utilise au quotidien ou régulièrement. Exactement. C'est passer de la mode, finalement, où l'IA, c'est quelque chose plein de paillettes, à quelque chose de beaucoup plus raisonné, où je suis conscient que l'IA, c'est pas une baguette magique, mais que c'est très puissant, que ça peut m'aider, et que je ne vais pas être remplacé, mais que je vais savoir maîtriser un outil. Voilà, c'est ça qu'on vise. Et si vous aviez là un conseil, un message à faire passer à des homologues, alors pas forcément du public, mais aussi du privé, qui se lancent ou qui vont se lancer dans une démarche IA, avec tout le recul que vous avez désormais, qu'est-ce que vous leur diriez finalement Déjà, c'est de viser la valeur réelle. C'est de se donner des objectifs. C'est tout bête et ça n'a rien à voir avec l'IA, c'est pas nouveau, mais il ne faut pas l'oublier. Et il faut pas que les paillettes de l'IA conduisent à faire des choix qui sont on veut faire de l'IA pour de l'IA. Si la techno devient un objectif, on a tout perdu. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer ? Où est-ce que c'est important et où est-ce que ça a du sens de renforcer le service public ? Premier élément. Deuxième chose, c'est d'oser et de chercher à y mettre les moyens, parce que la transformation, elle se fait pas à coût zéro, elle ne se fait pas à énergie zéro. Donc voilà.
D'où l'importance d'avoir des objectifs et du sens en lien avec le projet d'administration. Donc ça, c'est le premier élément. Bah écoutez, déjà, c'est deux conseils très importants pour la suite. Bah écoutez, c'est l'heure de conclure. Antoine, ça va vite cette émission, vous l'avez vu. Mais on a réussi quand même à balayer toute la démarche IA de la région Île-de-France. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup, Jean-Philippe, avec plaisir. Et puis, merci à vous, chers auditeurs. Cette émission, c'est la vôtre. Donc, n'hésitez pas à user de votre grand pouvoir en likant et en partageant et en commentant cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt sur 93.1. À bientôt.